Bonjour camarades, et donc le sujet du jour c'est maoïsme et révolution chinoise. Et pour commencer, il faut se demander pourquoi, en fait, on a cette discussion aujourd'hui. Et la raison en est simple, c'est qu'on observe actuellement toute une vague de popularité de ce qu'on pourrait appeler le néo-maoïsme. Tout un tas d'idées, tout un tas d'organisations, de tendances, d'intellectuels, etc., qui ont en commun de se référer à Mao Tse-tung, aux idées de Mao, à la révolution chinoise, et ce genre de choses, qui écrivent parfois, par exemple, c'est la Padutim, qui expliquait que le Mao représentait le plus grand apport théorique au marxisme après 1945. Et ce courant, il s'explique, sa popularité, et cette présence du néo-maoïsme, elle s'explique en fait par plusieurs facteurs. D'une part, il y a le rôle de la Chine actuelle, qui dans le monde divisé en impérialismes rivaux, représente le principal ennemi, le principal rival de l'impérialisme américain. Et donc beaucoup de gens à gauche en viennent à s'imaginer que la Chine joue un rôle anti-impérialiste, en s'opposant aux États-Unis, que la Chine actuelle, la Chine de Xi Jinping, représente une alternative positive, progressiste, peut-être même révolutionnaire, à l'impérialisme américain. Et donc, ça crée un attrait pour les idées du communisme chinois, les idées de Mao. Il y a aussi un autre élément, c'est les souvenirs du maoïsme français des années 60-70, qui a laissé une forte trace dans le paysage intellectuel, qui avait très peu de militants. Au maximum, ils avaient quelques milliers de militants au plus fort des années 60-70, mais qui par contre étaient très très répandus parmi les intellectuels de gauche. Et c'est quelque chose qui est assez rigolo aujourd'hui quand vous faites des listes d'anciens maoïstes des années 60 et 70. Des fois, vous avez des surprises. Vous y trouvez des figures comme, ça commence à être connu, comme Serge July, l'ancien patron de Libération, qui en 69 écrivait des livres pour prévoir la future guerre civile qui devait arriver en France. Vous trouvez Stéphane Courtois, le directeur du Livre Noir du communisme, propagandiste anticommuniste s'il en est, mais ex-maoïste. C'est donc de là qu'il a tiré sa vision et sa conception du communisme. Des cas un peu plus surprenants aussi, Alain Finkielkraut était militant maoïste dans sa folle jeunesse, et d'autres comme ça, vous pouvez faire des listes assez longues de gens devenus aujourd'hui d'ultra-réactionnaires, mais qui à l'époque étaient maoïstes. Et cette forte présence du maoïsme parmi les intellectuels français, ça a laissé sa trace. Ça a laissé une telle trace que nombre d'intellectuels actuels de gauche connaissent le marxisme en partie, voire même principalement, à travers les écrits de philosophes maoïstes de l'époque. Des gens comme Alain Badiou, comme comment il s'appelle déjà, Louis Althusser, qui ont représenté, ou qui représentent encore pour beaucoup d'intellectuels français aujourd'hui, comme Lordon, qui représentent leur connexion avec le marxisme, là où ils ont découvert le marxisme, les intellectuels qui leur ont fait passer, pour ainsi dire, le marxisme. Et ça explique aussi donc cette présence du maoïsme aujourd'hui. Deux autres facteurs qui sont la compatibilité du maoïsme avec les théories postmodernes, les théories intersectionnelles, les théories identitaires, toutes ces théories-là sont relativement compatibles avec le maoïsme, on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais aussi, un autre élément, c'est que la crise des organisations traditionnelles, on va dire, de la gauche révolutionnaire en France, la gauche, en gros, le mouvement trotskiste, beaucoup de ces organisations sont en crise. Le NPA a connu une scission, vous avez des organisations comme le lambertisme qui a quasiment disparu sous une forme organisée, ou qui s'est divisé en plein de petites organisations. Donc ce vide laissé sur ce terrain-là a ouvert la voie à autre chose, et donc a laissé la place libre pour des organisations et des tendances maoïstes. Mais il faut souligner que la plupart de ces néo-maoïstes, c'est pour ça que je dis néo-maoïstes, ils sont pas des copies exactes des maoïstes des années 60-70. Il y a même beaucoup de différences en fait entre eux. Et certaines de ces organisations maoïstes des années 60-70 existent encore et défendent des positions qui ne sont pas du tout celles des gens dont je parlais tout à l'heure, de Lordon, de la Padutim, etc., qui ne sont pas des maoïstes à proprement parler, mais qui sont influencés par ce maoïsme. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le soutien de la Padutim à la France insoumise aurait fait hurler à la mort la plupart des organisations maoïstes des années 60-70, qui considéraient que les organisations réformistes de masse étaient des ennemis à abattre, au même titre que l'État bourgeois, que la CIA, que quoi que ce soit. Je veux dire, pour ne prendre qu'un exemple, en Italie, dans les années 70, les maoïstes italiens attaquaient
mais physiquement, violemment, avec des gourdins et tout ça, les locaux du Parti communiste italien. Donc, s'imaginer ces maoïstes-là soutenir une grande organisation réformiste comme la France Insoumise, c'est inimaginable. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelque chose, c'est que pour convaincre, c'est que ces idées, elles débordent les rangs de ces organisations, de ces tendances, de ces intellectuels. Elles infusent une large partie de la jeunesse qui, à la recherche d'idées révolutionnaires, croit les trouver, pense les trouver dans le néo-maoïsme ou le maoïsme. Et il suffit pas, pour les convaincre, de dénoncer ces idées comme maoïstes. En règle générale, si vous dénoncez quelqu'un, vous le convainquez pas. Si vous dénoncez les idées de quelqu'un, vous n'allez pas le convaincre. Soit parce que nombre de ces jeunes n'auront pas conscience que c'est des idées maoïstes ou néo-maoïstes. Je veux dire, vous écoutez Lordon, il ne se réclame pas du maoïsme, il ne se présente pas comme maoïsme. Si vous défendez les idées de Lordon, vous n'avez pas l'impression qu'une partie de ces idées viennent de très très loin, en fait, de là. Soit parce qu'ils verront pas en quoi c'est un problème. Ils cherchent des idées révolutionnaires, ils cherchent des idées qui leur permettront de lutter contre le capitalisme, et il suffit pas de leur dire « Ah mais c'est du maoïsme » pour les convaincre. Il faut leur expliquer en quoi le maoïsme n'est pas une alternative, une solution révolutionnaire efficace à la crise du capitalisme. Et un élément, beaucoup d'entre eux s'imaginent notamment que c'est un courant marxiste intransigeant, c'est la réputation du maoïsme, c'est des gens très doctrinaux, très sérieux sur ce plan-là, très sérieux sur la théorie, très rigides, péjoratif, mais en tout cas très inflexibles, hostiles aux compromis théoriques, doctrinaux, etc. Mais il faut expliquer qu'en réalité, le maoïsme, comme le stalinisme, premièrement, n'est pas une alternative révolutionnaire sérieuse au capitalisme, et deuxièmement, n'est même pas véritablement très intransigeant sur le plan théorique ou doctrinal ou de ce genre de choses. Il faut leur expliquer patiemment, avec une approche, avec des exemples, avec une approche pédagogique, et ça suppose, pour commencer, que nos camarades connaissent les idées de Mao, dans une certaine mesure, l'histoire de la révolution chinoise, l'histoire de la Chine maoïste, soient capables justement de donner des exemples, soient capables d'argumenter, soient capables d'expliquer de quoi il s'agit. Et pour commencer, avant de rentrer dans l'histoire de la révolution chinoise, ce qui frappe quand on lit Mao, souvent, c'est la relative faiblesse théorique en fait, du maoïsme. On a un excellent article sur notre site consacré à ce que les maoïstes présentent comme le meilleur texte philosophique de Mao, qui s'appelle « De la contradiction ». Je vous y renvoie, dans cet article qui est sur notre site, qui était donné en conseil de lecture pour aujourd'hui, nos camarades Daniel Morley et Parson Young, ils expliquent très bien comment Mao, au final, caricature la dialectique pour en faire un outil pour justifier n'importe quel tournant et n'importe quel virage opportuniste. Et un autre bon exemple de cette faiblesse théorique, c'est le Petit Livre Rouge. C'est un texte, qui est souvent le texte que tout le monde cite quand on parle de Mao. C'est un recueil, en fait, c'est pas un texte en soi, c'est un recueil de citations qui a été publié à la base, et son histoire est intéressante. Il a été publié à la base en 1964, ça devait servir de guide, ce petit recueil de citations, et de source d'inspiration, de guide politique et de source d'inspiration aux membres de l'armée populaire de libération, donc aux membres de l'armée chinoise. Puis, ça a été généralisé et ça a été étendu à tous les militants du parti et à l'ensemble de la population. L'idée, c'était d'avoir une espèce de manuel de maoïsme disponible pour l'ensemble de la population. En gros, ça devait être, si vous vous posez des questions politiques, tactiques, etc., le Petit Livre Rouge doit apporter des réponses, doit vous expliquer comment faire dans votre travail militant, dans votre travail de communiste au quotidien. Et traduit, c'est devenu une référence pour les maoïstes des autres pays qui le diffusaient assez largement. Je veux dire, il y a encore des organisations maoïstes qui vendent le Petit Livre Rouge aujourd'hui en France. Et dans les années 70, vous aviez des librairies à Paris, il y avait une librairie dirigée par Stéphane Courtois, le même, qui vendait largement le Petit Livre Rouge dans je ne sais plus quel arrondissement de Paris, qui lui était donné gratuitement d'ailleurs par l'ambassade de Chine, en français, pour qu'il les vende ensuite. Mais ce texte, c'est une compilation de citations plus ou moins longues sur des sujets assez variés, le rôle du parti, le travail, etc. Et en fait, ce qui frappe en les lisant, c'est leur caractère très souvent abstrait. Je vais juste vous donner un exemple. Et je ne vais pas faire la voix, je ne vais pas mettre les intonations, parce qu'on n'est pas au théâtre quand même. Mais l'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres de papier. En apparence, ils sont terribles, mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. À envisager les choses du point de vue de l'avenir, c'est le peuple qui est vraiment puissant, et non les réactionnaires. Alors, c'est vrai dans l'absolu, mais c'est tellement abstrait. C'est une affirmation qui est tellement abstraite, tellement générale,
tellement dénué de tout rapport avec une réalité concrète, à savoir de quels impérialistes parle-t-on, dans quel contexte, que à ce niveau-là d'abstraction, cette affirmation devient purement et simplement inutile. Par ailleurs, ça parle des impérialistes, de l'impérialisme, mais à aucun moment dans le Petit Livre Rouge n'est expliqué ce qu'est l'impérialisme. Vous ne trouverez dans ce livre aucune définition de ce qu'est ce que Lénine considérait comme le stade suprême du capitalisme. Aucune définition n'est donnée de l'impérialisme. Vous n'y trouverez pas non plus d'ailleurs les mots plus-value. Pas qu'il n'est pas défini, c'est qu'il n'apparaît même pas. Ou surproduction. Beaucoup d'autres concepts fondamentaux du marxisme ne sont même pas cités dans le Petit Livre Rouge, qui en règle générale ne définit quasiment rien. Merci. Et cette attitude, elle révèle au fond un profond mépris pour les travailleurs. Parce que si, on va nous dire, mais c'est un manuel à destination de la masse, des travailleurs, des militants, etc., de la base. Et donc il leur faut un truc simple à comprendre. Ok, très bien. Faisons une comparaison. En 1919, en pleine guerre civile russe, les bolcheviks a édité lui aussi un petit manuel à destination de la base des militants et des travailleurs russes, diffusé très largement, qui s'appelait l'ABC du communisme, qui a été rédigé par Preobrazhensky et Boukharine. Le but, c'était le même que celui du Petit Livre Rouge. En tout cas, le but, le même que celui que se donnait le Petit Livre Rouge, que celui qu'on donnait officiellement au Petit Livre Rouge, c'est-à-dire un manuel diffusé largement pour former tous les militants de base. Et bien dans ce texte, il est très petit, c'est un manuel, vraiment, c'est tout petit, on y trouvait un exposé synthétique du programme du parti bolchevique, ainsi que de son ancien programme d'avant 1917, et une explication de pourquoi il avait fallu changer de programme, c'est-à-dire une petite leçon de tactique, le matérialisme dialectique, le matérialisme historique depuis le communisme primitif, encore un concept qui apparaît pas dans le Petit Livre Rouge d'ailleurs, depuis le communisme primitif jusqu'à l'impérialisme, tous les fondamentaux de la théorie économique de Marx, le salaire, la plus-value, etc., etc., les bases économiques et sociales qui doivent constituer une société, sur lesquelles doit reposer une société communiste, toutes choses qui sont absentes du Petit Livre Rouge. Par contre, on y trouve tout un catéchisme, dans le Petit Livre Rouge, tout un catéchisme de formules vagues, prêtes à justifier n'importe quel tournant opportuniste. Parce que c'est ça le rôle, au final, d'une formule aussi abstraite. C'est qu'elle est tellement abstraite que vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez par rapport à la situation concrète à laquelle le bureaucrate maoïste du moment est confronté. Et c'est à ça que servait ce genre de texte, et on va voir qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de tournants opportunistes dans la politique maoïste. Et pour commencer, pour bien comprendre en fait d'où est venu ce courant, il faut remonter à la première, en tout cas la deuxième révolution chinoise, celle de 1925-1927. À partir des années 1910, vous avez une mobilisation croissante des masses chinoises, qui est alors la Chine, qui est alors un pays dominé par l'impérialisme, particulièrement arriéré, avec des masses et des masses de paysans sans terre, très exploités par des grands propriétaires terriens, soumis à la menace permanente de la famine. On a calculé, il y a des gens qui ont calculé qu'une année de mauvaise récolte pouvait faire mourir de faim, en fait, une bonne partie, si ce n'est la majorité, d'une famille paysanne chinoise moyenne de l'époque. En cas de mauvaise récolte, si vous n'avez pas assez de pluie ou trop de pluie, vous avez entre un tiers et la moitié de votre famille qui va mourir de faim. Donc une situation économique très arriérée, très dure pour la masse de la population chinoise, et un pays dominé, soumis à l'impérialisme. Avec une situation, c'est pas une colonie, c'est ce qu'on parlait à l'époque d'une semi-colonie, parce que la Chine était officiellement un pays indépendant, mais en fait vous aviez des bouts entiers de Chine, ce qu'on appelait les concessions, qui étaient dominés, occupés militairement et gérés directement par les puissances étrangères, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, avant 1914 l'Allemagne, etc. Et à Shanghai, vous aviez même une concession internationale, c'est-à-dire un bout de Chine qui était géré en commun par toutes les puissances internationales, qui avait une espèce de conseil dans lequel elles se mettaient d'accord sur « Ah non, mais vous prenez tant, ah non, mais on fait tant de taxes, etc. » Vraiment un pillage concerté de la Chine par les grandes puissances impérialistes. Et un régime politique qui était absolument pas démocratique. La Chine était en fait, à la fin des années 1910, divisée entre une nuée de grands seigneurs de la guerre, de grands chefs militaires qui avaient mis le pays en coupe réglée, et qui, chacun soutenu par une puissance impérialiste ou l'autre, se faisaient la guerre pour le compte de leurs puissances impérialistes respectives. Et dans ce contexte, on a une accélération, une augmentation de la lutte des masses chinoises, d'abord des étudiants, des ouvriers des villes, puis
dans certains coins, bouillonnement révolutionnaire parmi les paysans, on a une intensification de la lutte des masses chinoises contre cette situation. On a l'apparition d'un parti révolutionnaire bourgeois, le Kuomintang, donc le parti nationaliste, et la naissance aussi, au début des années 20, d'un parti communiste chinois, qui est tout petit, au début quelques dizaines de militants, mais qui aurait pu jouer un rôle déterminant, dirigeant dans cette révolution chinoise de 1925-27, s'il avait eu une politique correcte. Le problème, c'est que le développement de ce parti communiste chinois a été entravé par la politique absurde qui lui a été imposée par l'internationale communiste stalinienne. Pour des raisons que j'ai pas le temps d'expliquer ici, qui tiennent au développement du stalinisme en Russie, qui tiennent au développement de la bureaucratie stalinienne, et que vous pouvez trouver des explications là-dessus dans beaucoup de nos textes sur notre site, dans des vidéos sur notre chaîne YouTube, etc. Donc j'ai pas le temps d'y revenir là-dessus, mais la bureaucratie stalinienne se développe en URSS, prend le pouvoir, et sur le plan international, reprend aux mencheviks russes leur théorie des étapes. C'est-à-dire l'idée que dans les pays dominés par l'impérialisme, dans les pays où il n'y a pas encore eu de révolution bourgeoise, c'est-à-dire où on a renversé le féodalisme, où on a effectué une réforme agraire, unifié le marché national, en gros dans les pays où on a fait une révolution comparable à ce qui s'est fait en France en 89, en Grande-Bretagne sous Cromwell, ce genre de choses, dans ces pays-là, puisque c'est une révolution bourgeoise, c'est les tâches bourgeoises de la révolution qui sont à faire, et bien la théorie des étapes dit que cette révolution est bourgeoise, donc elle doit être dirigée par la bourgeoisie, et les communistes doivent se contenter de soutenir cette bourgeoisie, d'appuyer la lutte de la bourgeoisie pour faire la révolution bourgeoise, et ne doivent pas chercher à jouer un rôle dirigeant dans la révolution. Appliqué en Chine, l'internationale communiste impose au Parti communiste chinois de se soumettre à l'autorité, à la discipline, et même d'adhérer en masse au Parti nationaliste chinois, au Kuomintang. Et au sein de la direction de l'internationale communiste, seul Trotsky s'oppose à cette approche. Il souligne que la bourgeoisie chinoise, elle n'est pas née ex nihilo. Elle grandit sous la perfusion des capitaux impérialistes, des capitaux qui lui sont apportés via les concessions internationales, via les investissements de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Japon, etc. Donc, elle est dépendante de l'impérialisme. Elle ne peut pas le combattre. Elle est liée aux propriétaires terriens. Les grands propriétaires terriens sont souvent les cousins, les frères, etc. Des capitalistes des villes, des capitalistes chinois des villes. Donc ils ne peuvent pas les combattre non plus, les grands propriétaires terriens. La réforme agraire heurterait leurs intérêts. Et elle a besoin des fusils et de la police, de l'état réactionnaire des seigneurs de la guerre, pour réprimer les luttes des paysans, les luttes des ouvriers, et donc, elle ne peut pas non plus lutter pour les droits démocratiques et la fin de la dictature. Et donc, la bourgeoisie est incapable de mener sérieusement la révolution bourgeoise. Trotsky soulignait que c'est donc à la classe ouvrière de diriger la révolution, d'entraîner derrière elle la paysannerie pauvre, pour s'attaquer à la fois à l'impérialisme, à la réaction, et au capitalisme chinois naissant. Et c'est la théorie de la révolution permanente, en fait, que Trotsky a développée après la révolution russe de 1905, et qui a été appliquée, et qui a mené à la victoire pendant la révolution russe d'octobre 1917. Mais l'internationale communiste, stalinienne, impose la théorie des étapes et la soumission du Parti communiste chinois au Kuomintang. Et ça va avoir des conséquences dramatiques, parce que les communistes chinois vont être obligés de respecter la discipline du Kuomintang, jusqu'au moment où les dirigeants du Kuomintang vont se retourner contre les communistes, les fusiller et les massacrer en masse, en même temps que tous les dirigeants du mouvement ouvrier à Shanghai. Vous avez des massacres de milliers et de milliers de militants ouvriers, de paysans pauvres, d'ouvriers grévistes, etc., par le Kuomintang. Les dirigeants du Parti communiste chinois, pris par surprise, en fait, par cette situation, l'internationale communiste leur expliquait qu'il fallait obéir au Kuomintang, qui était alors dirigé par quelqu'un qui s'appelle Chiang Kai-shek, qu'il fallait obéir à Chiang Kai-shek, qu'il fallait obéir au Kuomintang. Chiang Kai-shek était même membre d'honneur du présidium de l'internationale communiste. Donc, obéissez-lui, c'est un allié fiable. D'un seul coup, cet allié fiable se retourne et commence à les massacrer en masse, avec des armes qui lui sont fournies par les Américains, les Anglais, les Japonais, les Français, etc. Les dirigeants du Parti communiste chinois sont donc surpris, massacrés, et la répression féroce à laquelle ils sont soumis pousse beaucoup d'entre eux à se replier dans les campagnes, à se cacher en fait, à fuir la répression dans les villes, où ils sont arrêtés, traqués, massacrés, pour se replier dans les campagnes. Par ailleurs, ce processus accélère aussi la stalinisation du Parti communiste chinois, puisque tous les dirigeants qui avaient contesté la ligne de l'internationale communiste auparavant, et tous ceux qui la contestent maintenant sur la base de cet échec tragique, sont réprimés par l'internationale communiste, sont exclus du parti,
parce que la direction de l'international, la direction stalinienne, refuse d'endosser la responsabilité de cet échec, et explique que c'est pas de sa faute, c'est les dirigeants précédents qui nous ont pas compris, qui ont mal compris ce qu'on leur disait, et c'est tout de leur faute, virons-les et virons tous les gens qui sont critiques. Et donc tous les dirigeants, tous les militants critiques, tous les dirigeants critiques de la ligne stalinienne sont exclus du Parti communiste, qui se stalinisent d'autant plus, qui se replient dans les campagnes, et qui, dans les campagnes, se coupent concrètement de la classe ouvrière. Parce que la masse de la classe ouvrière, elle peut pas faire comme les militants du PC. Elle peut pas aller se cacher dans la forêt ou dans les villages remplis de paysans pauvres. Elle est obligée de rester dans les usines, là où elle travaille, là où elle vit. Et donc, en allant dans les campagnes, le Parti communiste chinois se coupe concrètement de la classe ouvrière organisée qui, elle, continue à lutter, à faire grève de temps en temps, à se mobiliser pour défendre ses droits, etc. Et ça se voit très concrètement, ça. En 1926, avant cette vague de répression, le Parti communiste chinois comptait 52% d'ouvriers. En 1930, il n'y en a plus que 5% d'ouvriers dans le parti. Et donc, le parti s'est concrètement coupé de la classe ouvrière et va commencer à s'appuyer sur la paysannerie, notamment la paysannerie moyenne et un peu la paysannerie pauvre. Dans les zones qu'ils contrôlent, où ils ont mis en place des bases de guérilla, en fait, le Parti communiste chinois, les dirigeants staliniens, mettent en place une série de mesures de réforme agraire très modérées, qui s'attaquent aux propriétaires terriens les plus riches seulement, mais ces mesures de réforme agraire, elles leur attachent les paysans pauvres, parce que ceux-ci se voient distribuer les terres des très grands propriétaires terriens, mais elles leur attachent aussi les paysans moyens, et la couche la plus basse des paysans riches, parce qu'eux voient leurs droits défendus, et récupèrent aussi un peu des terres des très très grands propriétaires terriens. Et donc, cette politique, elle donne une base dans la paysannerie au Parti communiste chinois. Et c'est à ce moment-là aussi que Mao, qui était jusque-là un dirigeant de second plan au sein du parti, finit par prendre l'ascendant, non pas du fait de ses idées, non pas d'un apport théorique particulier, mais en fait, pour le dire simplement, par un concours de circonstances. C'était le chef d'une des bases dans lesquelles les militants du Parti communiste se sont repliés, et c'est dans cette base-là que se sont repliés le plus de soldats déserteurs de l'armée nationaliste gagnés au communisme. Et Mao s'est donc retrouvé à la tête de la plus grosse force armée dont disposait le Parti communiste chinois dans une de ses bases de guérilla. Et dans les luttes, dans les rapports d'appareil au sein de la bureaucratie du parti qui commençait à se développer, le fait de pouvoir s'appuyer sur une grosse force armée, sur la plus grosse force armée du parti, ça a joué un rôle, forcément. Et Mao est donc devenu, dans le cadre de ce processus de stalinisation du parti, le dirigeant plus ou moins incontesté du Parti communiste chinois. Et pour assurer cette autorité, il a commencé à mettre en place une série de purges sanglantes, avec imaginez-vous, des petits procès de Moscou, mais dans des bases de guérilla dans la campagne chinoise, dès le milieu des années 30. Avant même d'arriver au pouvoir, le Parti communiste chinois stalinisé appliquait des purges staliniennes dans les maquis. Je suis obligé d'avancer assez vite, mais après 1945, donc vous avancez une quinzaine d'années, le Parti communiste chinois est beaucoup plus fort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'avant. Il y a une série de raisons pour ça. Il a pu profiter du fait que l'armée japonaise s'est effondrée à la fin de la guerre, et donc il y avait des endroits où il n'y avait pas les nationalistes chinois, les anciens territoires chinois occupés par les Japonais. Les nationalistes n'étaient pas là, et donc les communistes chinois ont pu s'avancer facilement, sans rencontrer d'opposition. Il y a des bouts de la Chine qui ont été occupés par les soviétiques, dans lesquels le Parti communiste chinois est soutenu, en tout cas aidé par l'armée rouge soviétique, plus tout un tas d'autres petits éléments, le fait aussi qu'ils sont toujours appuyés par la paysannerie pauvre et la paysannerie moyenne dans les régions où ils arrivent et où ils font la réforme agraire, et donc ils arrivent à disposer de bases beaucoup plus importantes, ils disposent donc d'une force beaucoup plus importante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est toujours une force dans les campagnes, appuyée sur la paysannerie pauvre. La quasi-totalité des grandes villes sont sous le contrôle des nationalistes. Et que cherche à faire le Parti communiste chinois à la fin de la guerre ? Il propose, à nouveau, une alliance au Kuomintang. J'ai dû sauter des étapes, mais c'est au moins la 3e ou 4e fois qu'ils font ça, depuis le début. À chaque fois, ça se finit de la même façon, les nationalistes se retournent et leur tirent dessus. Toujours la théorie des étapes. Mao explique que nous devons mener une révolution bourgeoise contre l'impérialisme et pour le développement, etc. Et donc, on doit le faire en alliance avec la bourgeoisie, représentée par le Kuomintang, l'aile gauche du Kuomintang, paraît-il. Donc, il faut faire une alliance avec le Kuomintang. Le Kuomintang refuse. J'allais dire comme toujours, en tout cas comme les fois précédentes. La guerre civile éclate.
Mais contrairement à ce qu'avait prévu Chiang Kai-shek et les dirigeants du Kuomintang, bah, cette guerre civile, elle s'achève assez vite, en 2-3 ans, par leur défaite totale et écrasante. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le régime du Kuomintang, il est profondément corrompu. Au point où vous avez un ministre du Kuomintang qui était chargé de gérer les armes qui lui étaient fournies par les États-Unis pour faire la guerre contre les communistes, pour mettre un peu d'oseille de côté. Il revendait aux communistes ces armes qui étaient fournies par les Américains. Donc c'est-à-dire, vous imaginez, vous êtes en guerre, vous avez un ministre de votre propre gouvernement qui revend vos armes à l'ennemi que vous êtes en train de combattre. Ça vous donne une idée du degré de corruption du régime. Si les ministres font ça, imaginez-vous ce qui se passe dans les petites villes. Imaginez-vous ce à quoi sont confrontés les paysans et les ouvriers quand ils essaient d'interagir avec l'État nationaliste. Donc cet État, il est corrompu, il est rongé de l'intérieur par la corruption. Mais il y a aussi le fait que le programme des maoïstes, la réforme agraire notamment, suscite un immense enthousiasme parmi les paysans pauvres, les paysans moyens, qui voient dans le programme du Parti communiste chinois, dans la réforme agraire, un moyen de lutter contre les grands propriétaires terriens qui les étranglent. Et donc, il y a un ralliement massif de la paysannerie chinoise aux communistes. Et le deuxième élément, c'est que, à ce moment-là, les impérialistes américains ne peuvent pas intervenir. C'est pas la volonté qui leur manquait, mais ils n'ont pas pu intervenir pour aider les nationalistes à écraser les communistes chinois. Pourquoi ? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez en Europe de l'Ouest, en France, en Italie, etc., mais aussi aux États-Unis, une fermentation révolutionnaire dans la classe ouvrière. Des grandes vagues de grève, qui parfois prennent un caractère insurrectionnel, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays, mais même aux États-Unis, vous avez de grandes luttes de la classe ouvrière à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la classe dirigeante américaine, elle se sent pas du tout à l'aise dans ce contexte où il y a des grandes grèves aux États-Unis, où le Parti communiste aux États-Unis après 1945 est encore relativement puissant. Elle se sent pas du tout à l'aise pour remobiliser l'armée, qui vient juste d'être démobilisée après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et l'envoyer combattre les communistes chinois en Chine, au risque de potentiellement provoquer une révolution aux États-Unis même, en fait. La classe dirigeante américaine ne se sent pas du tout à l'aise pour faire ça, et donc, elle n'a pas pu intervenir décisivement pour appuyer le Kuomintang. Et donc, les maoïstes chinois prennent le pouvoir. Le Kuomintang s'enfuit à Taïwan, d'où la division actuellement entre les deux Chines, Taïwan et la Chine continentale, où à Taïwan, ils vont maintenir une dictature militaire brutale, extrêmement sanguinaire pendant près de 4 décennies. La loi martiale, en gros, a été levée au milieu des années 80, je crois. Ça veut dire que vous avez eu 40 ans de loi martiale à Taïwan, pour vous donner une idée de la démocratie à l'occidentale que protégeaient les impérialistes à Taïwan. Mais en 1949, c'est un parti communiste chinois, qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà totalement bureaucratisé et stalinisé, qui arrive au pouvoir, non pas par une révolution prolétarienne des ouvriers des villes, mais en s'appuyant sur une armée paysanne. Et quand ils arrivent dans les villes, ils mobilisent pas la classe ouvrière, ils mobilisent pas les travailleurs. Ils prennent le pouvoir en s'assurant que la classe ouvrière ne participe pas au processus, reste à l'écart du processus révolutionnaire. Leur idée, la perspective des maoïstes quand ils arrivent au pouvoir en 1949, c'est pas le communisme, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle démocratie. L'idée, c'est il ne faudra pas renverser le capitalisme, il ne faudra pas nationaliser la majorité de l'économie, il ne faudra pas planifier l'économie. L'idée, telle que Mao lui-même l'a expliqué, c'est 100 ans de capitalisme, pendant lequel on va moderniser l'économie chinoise sur la base du capitalisme, donc sur la base de la propriété privée des grands moyens de production, mais, d'après Mao, toujours je cite, sous la direction démocratique du prolétariat, donc c'est-à-dire un capitalisme dirigé démocratiquement par le prolétariat, mais qui développe le capitalisme chinois, donc qui enrichit la grande bourgeoisie. Voilà. Et ensuite seulement, après cette étape-là, après ces 100 ans de capitalisme, on envisagera le passage au socialisme. C'est encore la théorie des étapes. Sauf que vu que Mao n'a pas réussi à mettre la main sur des dirigeants politiques bourgeois qui acceptaient de collaborer avec lui pour faire pour diriger la révolution bourgeoise, Mao en est arrivé au stade de se dire « je vais les remplacer, je vais être le dirigeant bourgeois, en tout cas le dirigeant au service des bourgeois, pour développer le capitalisme chinois ». Le problème, c'est que ça se passe pas du tout comme ça. Le problème du point de vue de Mao, c'est que ça se passe absolument pas comme ça. Parce que la bourgeoisie chinoise, elle existe. Elle n'est pas une abstraction. Elle existe. Vous avez des patrons chinois, vous avez une classe dirigeante chinoise. Et après 1950, les Américains s'aperçoivent que la Chine est devenue communiste. Donc le pays le plus peuplé du monde est devenu stalinien, devenu ennemi. Donc, ils se mettent à aider militairement Taïwan à fond. Taïwan reçoit des quantités phénoménales d'armes, et les dirigeants
du Kuomintang se prépare à retourner en Chine avec les armées américaines, donc la menace d'une invasion des nationalistes sur le continent se fait sentir. Les Français font la guerre en Indochine, contre les staliniens indochinois, et l'armée française est à la frontière chinoise. En Corée, les Américains font la guerre contre les staliniens coréens, l'armée américaine se retrouve à la frontière coréenne. Tout ça, ça provoque une fermentation contre-révolutionnaire dans la bourgeoisie chinoise, qui se met à saboter l'économie dans tous les sens, qui refuse les consignes données par le gouvernement, qui refuse d'appliquer toutes les réformes, qui paralyse, qui fait fuir les capitaux, qui en gros sabote autant qu'elle peut tous les efforts du gouvernement maoïste, et qui se prépare de plus en plus à renverser le régime, en fait, et à renverser, nickel, le pouvoir de la bureaucratie. Et face à cette résistance de la bourgeoisie, eh ben, la bureaucratie craint d'être renversée, à raison, et elle est obligée de s'attaquer de plus en plus férocement à la bourgeoisie chinoise. Et en l'espace de 1 ou 2 ans, vous allez passer de 100 ans de capitalisme à la nationalisation intégrale de l'économie. En 2 ans, vous avez la nationalisation de l'industrie, des banques, de la quasi-totalité des entreprises, la collectivisation des terres, la mise en place de la planification de l'économie. Vous avez en fait l'abolition du capitalisme, mais pas par la voie d'une mobilisation révolutionnaire des masses, des travailleurs, des ouvriers, des paysans pauvres, en tout cas pas par la voie d'une mobilisation indépendante des travailleurs, mais toujours sous le contrôle de la bureaucratie. De la bureaucratie qui prend toutes ses précautions pour éviter que la classe ouvrière s'organise de façon indépendante. Et les grandes campagnes de purge dont je parlais dont je parlais tout à l'heure, reproduisent et sont perpétuées à intervalles très réguliers en Chine. Des campagnes de répression dirigées, bien sûr, contre les éléments bourgeois pro-impérialistes dont je parlais, mais aussi contre les communistes dissidents, contre les minorités nationales, bref, contre tout ce qui peut représenter une menace ou une alternative au pouvoir de la bureaucratie chinoise. La plus célèbre de ces campagnes de répression, mais c'est pas la seule, il y en a littéralement une tous les 1 ou 2 ans, en fait, dans les années 50-60, de ces grandes campagnes de répression. La plus célèbre, c'est la campagne des Sans-Fleurs, en 1957. Alors c'est un nom très poétique, l'idée ça vient d'un poème, c'est que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent, puis une fois que ces 100 fleurs elles se sont bien épanouies, on moissonne. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, Mao, sous la pression des dirigeants khrouchtcheviens, des dirigeants russes, des dirigeants bureaucratiques russes, a ouvert une petite voie de critique, pour des raisons, là encore, c'est l'histoire du stalinisme russe, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais a été obligé d'ouvrir une petite voie de critique, sous la pression des dirigeants russes, sous la pression de la contestation qui mûrissait aussi au sein même du Parti communiste chinois. Donc cette critique a commencé à s'exprimer, mais le problème c'est que quand vous ouvrez une vanne, eh ben, c'est pas sûr que vous arriviez à la refermer. Et donc tous les gens, tous les militants communistes qui n'appréciaient pas, qui étaient hostiles au régime bureaucratique, ont commencé à émettre leurs critiques, puis à critiquer de plus en plus fort, et à la fin à dire mais en fait il faudrait qu'on fasse un communisme sans la bureaucratie. Et ça, c'était inacceptable, et la campagne des Sans-Fleurs s'est arrêtée très vite par l'arrestation et la déportation de environ 550 000 personnes. Et j'ai pas trouvé de chiffres fiables pour les exécutions, mais il y en a eu un certain nombre aussi. Et donc des campagnes de répression comme celle-ci sont menées à intervalles très réguliers, je le disais. Et donc on a un régime stalinien dans lequel l'économie est nationalisée, planifiée, mais dans lequel le pouvoir est accaparé par une bureaucratie. Malgré tout, le renversement du capitalisme, la planification de l'économie, l'élimination des grands propriétaires terriens, de la grande bourgeoisie, et la planification centrale de l'économie, ça permet des progrès considérables dans toute une série de domaines. En économie, c'est ce qui permet la mise sur pied d'une base industrielle importante et d'infrastructures modernes, des grands chemins de fer, des voies de communication, le télégraphe, tout un tas de trucs qui étaient sinon inexistants, ou en tout cas très peu développés dans la Chine d'avant la Révolution. Ça a aussi un impact, on l'oublie aujourd'hui, mais en termes de droits sociaux, de droits civiques. Les droits des femmes ont fait un bond de géant avec la Révolution chinoise. Notamment, c'est uniquement à ce moment-là qu'ont commencé à disparaître les pieds bandés, en fait. Cette tradition, je ne sais pas si vous connaissez, les doigts de pied qu'on replie sous la plante des pieds, avec des bandages, quand les petites filles sont très petites, comme ça ils grandissent sous le pied. Donc quand elles marchent ensuite, devenues adultes, vous marchez sur vos doigts de pied tordus, donc c'est une douleur abominable. La logique, elle est simple, en fait, c'est comme les femmes, elles ne peuvent pas sortir très loin de leur cuisine. Donc c'est un moyen brutal, très simple, d'oppression des femmes, qui n'a commencé à disparaître réellement qu'avec la Révolution de 1949. Du fait de l'abolition du capitalisme, du féodalisme, de toutes ces traces de sociétés anciennes qui existaient encore. C'est une démonstration, par la pratique,
de la supériorité de l'économie planifiée, malgré la bureaucratie, sur le capitalisme, sur tout ce qui existe par ailleurs. Mais les problèmes suscités par le caractère bureaucratique du régime vont se manifester très vite. En 1958, notamment, vous avez ce qu'on appelle le grand bond en avant. L'idée de départ de Mao, c'était d'agrandir la base industrielle du pays, parce que la planification avait permis le développement d'une base industrielle importante, mais les dirigeants maoïstes, et particulièrement Mao, trouvaient que c'était pas encore assez suffisant, et donc il fallait agrandir cette base industrielle, agrandir les capacités de production industrielle, notamment d'acier, en créant de petites unités économiques, les communes populaires, qui seraient plus ou moins autosuffisantes, ou en tout cas qui seraient capables de produire une grande variété de choses à l'échelle d'un village. On a souvent résumé ça par la formule « un haut fourneau dans chaque village ». Et effectivement, ils ont essayé de construire des hauts fourneaux dans un grand nombre de villages, ce qui posait deux problèmes, cette campagne, donc, qui est mise en place à partir de 1958. Cette campagne, le premier, c'est l'absurdité économique manifeste de cette gestion des ressources, c'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup de ressources, plutôt que de les concentrer pour qu'elles produisent le mieux par économie des moyens, vous les dispersez, vous les balancez partout, vous les éparpillez, et vous demandez aux gens de faire des hauts fourneaux avec des trucs en terre cuite qui vont bricoler dans un coin, du métal qui vont ramasser un peu partout, des fois on en a gratté des sites archéologiques pour récupérer des pièces de monnaie de l'Antiquité. Bref, bricoler ce qu'ils peuvent pour faire de l'acier. C'est une gestion absolument absurde des ressources. Le deuxième, c'est que s'ajoute à ça le fait que le caractère bureaucratique du pouvoir empêche les masses de participer à la gestion de l'économie. Au fur et à mesure que des erreurs se produisent, s'accumulent, qu'il y a du gâchis, de la mauvaise gestion, etc., les masses n'ont aucun moyen d'intervenir pour corriger, pour planifier correctement la production économique. Selon la formule qu'on attribue souvent à Trotsky, que la démocratie ouvrière, c'est l'oxygène de la planification. Sans participation des travailleurs eux-mêmes au processus de production, vous ne pouvez pas avoir une planification suffisamment efficace pour développer l'économie sur le long terme. La combinaison de ces deux facteurs, avec le grand bond en avant, provoque une catastrophe économique et une famine géante. Entre 15 et 55 millions de morts, les chiffres sont énormes, comme souvent quand on parle de la Chine. Mais cet échec manifeste du grand bond en avant et des méthodes qui ont été utilisées devient manifeste pour la bureaucratie elle-même, en fait, à partir du début des années 60. Et la question qui est posée, elle est assez simple. Comme je disais, c'est comment avoir une économie fonctionnelle? Comment corriger les excès, le gâchis, gérer les surplus, etc. Sous le capitalisme, c'est très simple. C'est le marché. Quand une entreprise, elle fonctionne pas, qu'elle produit des marchandises qui sont pas viables, que vous pouvez pas vendre, la boîte, elle fait faillite, vous mettez la clé sous la porte, vous licenciez les travailleurs. C'est abominable, mais ça marche. Ça produit des crises régulièrement, etc. Mais ça gère les surplus, ça gère la production, dans une certaine mesure. Dans un État ouvrier sain, c'est la démocratie ouvrière, comme je l'ai dit. La production est gérée par la participation des travailleurs à tous les niveaux, depuis l'organisation de la chaîne dans une usine, jusqu'à la planification centrale au niveau supérieur de l'État. La classe ouvrière intervient pour corriger, affiner, gérer en fait la planification. Dans une bureaucratie stalinienne, c'est quoi? C'est un bureau ou deux bureaux à Pékin qui vont gérer la planification pour 600 millions de personnes? C'est pas possible. Vous pouvez pas gérer quelque chose de cet ordre-là à partir du moment où l'économie devient complexe. Vous pouvez, dans une certaine mesure, faire ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça leur a permis de développer une base industrielle, un début de base industrielle, de poser les bases d'une industrie lourde, de grands combinats sidérurgiques, etc. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose de plus compliqué, gérer une économie de consommation qui fournisse des biens de première nécessité ou des biens de consommation à l'ensemble de la population, vous pouvez pas faire ça de façon centralisée, bureaucratique. C'est pas possible. Et donc, vous avez un problème. La solution, ça aurait été d'établir la démocratie ouvrière, de permettre aux masses, en leur donnant le pouvoir politique et économique, de leur permettre d'intervenir dans la gestion de l'économie. Sauf que ça aurait signifié la fin des pouvoirs et des privilèges de la bureaucratie. Parce que la bureaucratie maoïste, elle a un certain nombre de privilèges. Ils ont récupéré, notamment à Pékin, petit exemple, ils ont récupéré une aile de la cité interdite, l'aile extérieure où il y a plein de jardins, qui a été attribuée aux dirigeants du parti. C'est devenu la nouvelle cité interdite, c'est-à-dire un endroit qui est interdit d'accès aux gens, qui pendant longtemps a été interdit d'accès aux gens qui ne sont pas membres de la direction du parti, dans lequel ils vivaient dans des palais qui étaient autrefois des palais de la famille impériale, je vous laisse imaginer le niveau de luxe, mais dans lequel ces dirigeants prolétariens vivent aujourd'hui, avec leur limousine et tout, enfin vivaient dans les années 50 et 60, et vivent encore aujourd'hui. Xi Jinping a une baraque là-bas, c'est un ancien palais d'été d'un empereur.
Mais donc, il est impossible pour la bureaucratie d'imaginer renoncer à son pouvoir, à ses privilèges. Et donc, une partie de la bureaucratie se dit que la solution, c'est le marché. C'est de rétablir des éléments de capitalisme pour corriger la planification. C'est d'introduire des éléments de capitalisme pour gérer justement ces problèmes-là. Et une aile de la bureaucratie s'oriente de ce côté, se tourne contre Mao, et sur la base du spectacle de la catastrophe qu'a été le grand bond en avant, réussit à convaincre une majorité des dirigeants du parti, de la direction de la bureaucratie du parti, nickel, je prends 5 minutes de plus, qu'il faut en finir avec ces méthodes et faire autre chose. Et Mao est donc renversé en 1962 au cours de ce qu'on a appelé la conférence des 7000 cadres. Il est renversé de facto, il reste officiellement au pouvoir, mais il est réduit à un rôle symbolique. C'est d'autres personnes, des gens comme Liu Shaoqi ou Deng Xiaoping, qui se retrouvent à diriger de facto la politique chinoise. Et qui vont commencer à réfléchir à l'application de réformes pro-capitalistes. Et en 1966, donc 4 ans après, commence la révolution culturelle. Et c'est une question très embrouillée, souvent embrouillée. D'après les maoïstes, ça serait une espèce de révolte quasi spontanée de la jeunesse qui se serait soulevée pour remettre le président Mao complètement au pouvoir, chasser l'aile droite et défendre le communisme, et abolir la bureaucratie. Ce qui est miraculeux, parce que, d'après les maoïstes eux-mêmes, il n'y avait pas de bureaucratie avant 1962. Mao perd le pouvoir, instantanément une bureaucratie se développe, au point où elle contrôle tout l'appareil d'État, et où il faut faire une révolution culturelle pour la chasser. Mystérieux ce processus, si on écoute les maoïstes. Mais en réalité, de quoi il s'agit? En réalité, c'est que Mao veut reprendre le pouvoir. Il veut s'attaquer à cette aile droite qu'il a chassée du pouvoir. Et il peut s'appuyer sur l'armée, sur une couche de la bureaucratie et du parti, notamment dans la jeunesse, qui sont hostiles à la perspective du rétablissement du capitalisme, du rétablissement d'éléments de marché. Vous avez une large partie de la jeunesse communiste, par exemple, ou même de la jeunesse ouvrière en Chine, qui est hostile à l'idée qu'on va rétablir des éléments de marché, qu'on va rétablir le chômage, qu'on va rétablir ce genre de choses. Et Mao donc s'appuie sur ça, à travers la création de quelque chose qui s'appelle les gardes rouges, qui sont des jeunes mobilisés, organisés, pour s'attaquer à la direction du parti, et débute, 1966 donc, ce qu'on appelle la révolution culturelle, où en fait Mao utilise ces jeunes radicalisés pour reprendre le pouvoir contre l'aile droite de la bureaucratie. À Shanghai, cette lutte contre l'aile dirigeante de la bureaucratie, elle prend une forme particulièrement brutale. Vous avez même des combats de rue, je veux dire, des gens se tirent dessus dans les rues de Shanghai entre factions de gardes rouges rivaux, les gardes rouges pro-aile droite, les gardes rouges pro-aile gauche, c'est très compliqué, puis d'autres gardes rouges encore, bref. Le pays se divise, vous avez une espèce de guerre civile, comme ça, à petite échelle qui se développe. Et à la fin, à Shanghai, vous avez des gardes rouges pro-Mao, de la commune populaire de Shanghai, qui renversent le maire de la ville, et qui prennent le pouvoir à l'échelle de la ville. Cet exemple de la commune populaire de Shanghai, je le cite, parce que Lordon s'appuie là-dessus, pour montrer, dans un de ses livres, pour expliquer que la révolution culturelle, ça serait en quelque sorte une tentative de Mao pour démocratiser la révolution, pour donner le pouvoir aux masses, mais que ça aurait dégénéré à cause des passions libérées par le processus révolutionnaire parmi les masses. Mais revenons sur Terre. En réalité, l'hostilité saine d'une partie de la jeunesse vis-à-vis de la bureaucratie et de la perspective du rétablissement du capitalisme, elle était cyniquement manipulée par Mao et sa clique pour reprendre le pouvoir. Derrière toutes les exactions des gardes rouges, parce qu'il y en a eu un certain nombre, se tenait la faction de Mao, la clique de Mao, qui poussait à la lutte contre, non pas seulement contre l'aile droite, mais en fait contre toutes les tendances qui lui étaient hostiles au sein de l'appareil du parti et de la jeunesse. Et qui poussait, quand il y avait des réticences, qui menaçaient pour imposer la répression. Un seul exemple, lorsque des gardes rouges, dans le Hunan je crois, se montrent réticents à arrêter et torturer l'ex-maréchal Pen Dewey, qui avait eu le front de critiquer Mao Tse-tung au moment du grand bond en avant, la femme de Mao, Jiang Qing, leur envoie un cadre de Pékin qui les menace de les arrêter à leur tour pour leur mollesse. S'ils ne font pas arrêter Pen Dewey, l'envoyer à Pékin immédiatement, où il a été torturé à mort en fait, de facto. C'est-à-dire que dès que les gardes rouges locaux hésitent, font preuve de réticence, la clique dirigeante à Pékin, autour de Mao, les menace, les réprime et menace de leur envoyer la police secrète. C'est-à-dire qu'on n'a pas une mobilisation spontanée des masses, on a un processus qui est maintenu sous le contrôle de la bureaucratie. Et à partir de 1967, Mao ayant réussi à renverser l'aile droite, repris le pouvoir entre ses mains, il siffle la fin de la partie. Il mobilise l'armée contre les gardes rouges pour réprimer l'aile gauche des étudiants et des jeunes travailleurs.
Vous avez, je parlais de la commune populaire de Shanghai tout à l'heure, la classe ouvrière a pris le pouvoir, etc., etc. Entre 67 et 69, vous avez 1 million d'ouvriers qualifiés de Shanghai qui ont été déportés vers les campagnes. Elle a vachement pris le pouvoir, la classe ouvrière. On va le signaler à leur nom, cet élément-là. Vous avez 4,5 millions d'anciens gardes rouges qui ont été arrêtés et déportés vers les campagnes. Officiellement, c'était pour faire du travail d'éducation politique. En fait, ils étaient dispersés dans tout le pays pour les empêcher de s'organiser politiquement et pour les empêcher de menacer le pouvoir de Mao. Il y a une anecdote qui, je trouve, montre parfaitement bien ce qu'est réellement le pouvoir maoïste. En juillet 68, Mao rencontre à Pékin des gardes rouges qui soulignent qu'à leur avis, il y a une sombre main qui semble guider la répression des révolutionnaires sur le campus de Pékin, et que ça les inquiète. Et Mao leur répond en plaisantant que c'est peut-être lui la sombre main. C'était le cas. C'était lui la sombre main qui guidait la répression des jeunes ouvriers révolutionnaires, des jeunes étudiants révolutionnaires. Ça vous donne une idée en fait du niveau de cynisme de ces dirigeants bureaucrates. Et cette guerre civile entre factions bureaucratiques, elle a fait plusieurs centaines de milliers de morts, mais elle a permis à Mao de reprendre le pouvoir, mais au prix d'une désorganisation monstrueuse de l'économie et de l'organisation sociale du pays. Imaginez-vous, n'importe quel bureaucrate pouvait être arrêté du jour au lendemain, sans même comprendre pourquoi, parce que des factions bureaucratiques, dont des fois il ignorait l'existence, s'affrontaient au-dessus de sa tête. L'économie était complètement paralysée, plus personne n'osait prendre la moindre décision, tout pouvait être paralysé, même le programme nucléaire de l'État chinois a été paralysé pendant un moment par des arrestations de physiciens. Même des choses de cet ordre-là. Et donc, mais à la fin, malgré ça, Mao a repris le pouvoir. Je vais accélérer, mais la politique étrangère de Mao Tse-tung, elle est souvent présentée comme un anti-impérialisme, déterminé et sans compromis. Mao, c'est l'ennemi de l'impérialisme au niveau mondial. En réalité, la politique étrangère de Mao, elle a été caractérisée par une série de zigzags opportunistes, dictés uniquement par les intérêts de la bureaucratie chinoise. Au début, ils étendent la théorie des étapes à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'ils se mettent à chercher à l'échelle internationale des dirigeants bourgeois progressistes qui pourraient soutenir plutôt que de soutenir les partis communistes locaux, ou alors ils ordonnent aux partis communistes locaux de soutenir leur propre bourgeoisie. En Indonésie, par exemple, ils poussent le parti communiste local à soutenir l'État bourgeois de Sukarno, jusqu'à ce que l'armée indonésienne se retourne et massacre 500 000 communistes. Et vous avez la disparition du plus grand parti communiste hors Europe de l'Est, hors Chine, au monde, qui disparaît en quelques mois, exterminé du fait de la politique absurde qui lui avait été dictée par Pékin. À partir de 1961, il y a des intérêts de plus en plus divergents entre la bureaucratie soviétique et chinoise qui provoquent une rupture entre l'URSS et la Chine. Et Mao se met à dénoncer le social-impérialisme soviétique et pousse et finance en fait des petites scissions pro-chinoises dans tous les partis communistes à l'échelle internationale, d'où l'apparition des partis maoïstes dont je parlais tout à l'heure. Là encore, du point de vue du communisme, cet affrontement entre deux États qui se proclament tous les deux le socialisme réel et qui prétendent tous les deux être le véritable communisme, c'est absurde. D'autant plus absurde que ça va aller jusqu'à des affrontements militaires. En 1969, l'armée chinoise et l'armée soviétique se tirent dessus par-dessus la frontière. À partir du début des années 70, Mao, n'ayant pas réussi à concurrencer l'URSS dans le mouvement communiste international, change son fusil d'épaule et se rapproche des États-Unis. L'URSS et les États pro-soviétiques deviennent l'ennemi principal de la Chine maoïste. En Afrique, Mao soutient Mobutu, le dictateur zaïrois, contre l'Angola pro-soviétique, qui venait de chasser le colonisateur portugais. En 1973, lors du coup d'État de Pinochet au Chili, la Chine maoïste considère que, puisque Pinochet est plutôt proche de Cuba, qui est plutôt proche de l'URSS, le coup d'État de Pinochet est une affaire intérieure dans laquelle la Chine n'a pas à se mêler. Et les militants maoïstes chiliens qui essaient de trouver refuge dans l'ambassade chinoise à Santiago sont rejetés à la porte, et la police chilienne de Pinochet peut les arrêter dans la rue tranquillement devant l'ambassade chinoise. Au nom de la lutte contre le social-impérialisme soviétique. Un soutien, de facto, à la politique impérialiste de Kissinger et de Nixon au Chili. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout, là, d'une politique anti-impérialiste. Et la dernière question, le dernier point sur lequel je veux m'atteler, mais c'est une question à laquelle il faut parfois répondre. C'est que, ok, ça c'est Mao. Est-ce que la Chine actuelle, elle ne construirait pas le socialisme quand même, après tout? Je veux dire, il y a des drapeaux rouges, il y a des étoiles rouges. Xi Jinping, le dirigeant actuel chinois, il est président du Parti communiste chinois, et donc peut-être que tous ces gens-là construisent le communisme, construisent un socialisme à la chinoise ou quoi que ce soit. Mais question à laquelle il faut parfois répondre. Et pour bien le comprendre, il faut analyser en fait les processus qui sont déroulés après la mort de Mao, en 1976. Donc Mao meurt en 1976, le pouvoir passe à une clique de ses fidèles, dont sa femme, Jiang Qing,
ce qu'on appelle la bande des quatre. Et leur programme, c'est on continue comme avant, on continue la révolution culturelle, on continue à réprimer dans tous les sens, et pas de changement. Sauf que ces gens-là n'ont plus de base sociale solide. Tous les jeunes et les travailleurs révolutionnaires, hostiles à la perspective du rétablissement du capitalisme, ont été liquidés ou réprimés par eux-mêmes dans la décennie qui a précédé, en 68-69. Et la bureaucratie du parti et de l'État est complètement paniquée, terrorisée à l'idée que le chaos économique qui dure depuis 10 ans puisse se poursuivre. Et donc, elle se retourne contre la bande des quatre, qui est très vite renversée, et Deng Xiaoping, qui avait été réprimé dans la décennie précédente, arrive au pouvoir. Et vous avez à ce moment-là une scission dans le mouvement maoïste international, entre maoïstes et denguistes, pour la petite histoire, en gros entre ceux qui considèrent que Deng est un traître, ou que Deng continue la politique de Mao, c'est le critère. Mais Deng applique de premières réformes pro-capitalistes à partir de 1978, qui visent à favoriser le petit commerce, créer de petites entreprises industrielles privées, etc. Mais la logique, elle mène à l'extension du processus. Je veux dire, une petite entreprise qui se développe, ça va devenir une grande entreprise. Un petit patron qui fait un peu d'argent va vouloir en faire plus. Et donc vous avez une pression de cette petite bourgeoisie naissante sur l'appareil du parti, sur la bureaucratie. En plus, c'est souvent des bureaucrates eux-mêmes qui profitent de leur position pour faire des petites entreprises. Donc ils ont tous les moyens de faire pression sur l'appareil d'État. Et donc, progressivement, toutes les limites sur la taille des entreprises, sur les investissements étrangers, sur le commerce extérieur, etc., toutes ces limites sautent. Une part de plus en plus grande de l'économie est privatisée et échappe à la planification. Et ce processus, il se fait pas sans heurts. Il provoque des résistances. Tiananmen, la mobilisation de Tiananmen en 89, c'est parfois présenté comme une espèce de révolution de couleur. Ça serait une espèce de coup d'État, de contre-révolution organisée par la CIA pour mettre en danger le régime chinois. En réalité, c'est une mobilisation des étudiants, des ouvriers de Pékin, qui occupent la place de Tiananmen pendant 7 semaines, qui chantent l'international, qui agitent des drapeaux rouges, qui fondent un syndicat indépendant, qui revendiquent la mise en place du contrôle ouvrier sur la production dans les entreprises publiques. Pas exactement le programme de la CIA, il me semble. En fait, c'est une opposition à la restauration du capitalisme, et ça montrait la voie, c'est-à-dire la mise en place de la démocratie ouvrière en Chine. Et ça, c'est quelque chose que la bureaucratie ne pouvait pas accepter. Et donc, il y a une énorme répression, peut-être 10 000 morts, et la transition vers le capitalisme s'accélère ensuite. En 88, vous aviez encore 41% du PIB qui était produit par des entreprises publiques. En 2011, ce n'est plus que 26%. La restauration du capitalisme s'accélère et devient achevée, en fait, au début des années 2000. La bureaucratie chinoise s'est transformée en une classe bourgeoise qui rachète ou se transfère à elle-même la propriété des entreprises d'État. Et le PCC, le Parti communiste chinois actuel, il compte 6% de la population globale. Bon, c'est 85 millions de membres, mais il y a du monde en Chine. Il compte 6% de la population globale, mais un tiers des patrons et des entrepreneurs privés. La catégorie sociale la mieux représentée dans le parti, après l'armée, c'est les patrons. C'est pas exactement le parti communiste de la classe ouvrière chinoise, en réalité. Depuis 15 ans, le capitalisme chinois est même devenu clairement impérialiste. L'économie chinoise, elle est devenue l'atelier du monde dans les années 90-2000. Vous avez eu des investissements étrangers massifs qui ont mené à un développement de l'économie. Ça s'est encore accentué après la crise de 2008. Mais ça veut dire que la Chine a commencé, elle aussi, à connaître un phénomène de surproduction. Son propre marché national est devenu insuffisant pour absorber sa production. Et donc, elle a été obligée de chercher à l'étranger des marchés, des débouchés pour son économie. Et c'est ça qui l'a amené à lutter contre les États-Unis pour le contrôle des sphères d'influence, pour le contrôle de positions impérialistes. C'est pas du tout une lutte contre l'impérialisme, c'est une lutte contre l'impérialisme américain pour la défense de l'impérialisme chinois. C'est une lutte entre impérialismes en réalité. Et on le voit très clairement, le comportement. Si la Chine n'a pas encore envahi de pays à l'étranger militairement, premièrement, c'est qu'elle n'en a pas encore elle n'en a pas vraiment besoin. Son économie lui suffit encore pour l'instant. Par ailleurs, elle n'estime pas encore avoir la force nécessaire pour aller lancer ce défi-là aux États-Unis. Mais ça viendra. Elle développe une marine de haute mer avec plein de porte-avions. À un moment ou à un autre, elle ira elle aussi utiliser cet outil militaire pour défendre ses intérêts. Et en attendant, son comportement économique ou politique en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka ou au Pérou, a rien à envier à celui des entreprises françaises, américaines ou d'autres puissances impérialistes en réalité. Au final, c'est ma conclusion, le maoïsme, comme le stalinisme, c'est une caricature du marxisme, adaptée aux besoins changeants de la bureaucratie stalinienne chinoise. Mais seul le marxisme authentique peut réellement expliquer à la fois ce qui s'est passé en Chine et en même temps fournir une stratégie et une tactique adaptée
à tous les jeunes et les travailleurs qui veulent lutter pour renverser le capitalisme. Notre tâche, par rapport à ce sujet, c'est, sans faire aucune concession théorique à ces erreurs, de s'appuyer sur une chose, de s'appuyer sur la volonté de lutte révolutionnaire de tous ces jeunes qui cherchent des idées, qui croient les avoir trouvées dans le maoïsme, mais qui cherchent une alternative révolutionnaire au capitalisme. C'est pas des gens qui sont des bureaucrates, faut pas s'imaginer quand on parle avec eux que c'est des bureaucrates chinois des années 50 qui vivent dans un palais de l'empereur. C'est des jeunes révolutionnaires qui veulent renverser le capitalisme. Il faut s'adresser à eux en tant que tels. Et il faut leur expliquer quelles sont les véritables idées qui permettront d'arriver à ce résultat. C'est pas les idées du maoïsme, c'est pas les idées de Deng Xiaoping, encore moins. C'est les idées du marxisme, c'est les idées du trotskisme, c'est les idées du communisme révolutionnaire. C'est celles-là qui permettront réellement de renverser le capitalisme à l'échelle mondiale, en France, en Afrique et en Chine. Du coup, ça a été une discussion très riche. Beaucoup de camarades ont préparé de bonnes interviews et aussi beaucoup de questions. Donc je vais pas faire dans l'ordre où elles sont passées, mais avant tout, je voudrais revenir sur très rapidement, très brièvement, sur un point que j'ai pas abordé, mais qui joue un rôle aussi bien dans l'arrivée au pouvoir des maoïstes chinois que dans actuellement, qui est encore mobilisé, qui est encore utilisé dans le développement de l'impérialisme chinois, c'est la question de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pour comprendre l'arrivée au pouvoir des maoïstes, il faut comprendre leur rôle dans la guerre contre le Japon. C'est un élément, c'est pas l'élément le seul, mais c'est un élément qui a beaucoup joué, dans le sens où, concrètement, à partir du moment où les Japonais envahissent la Chine, et c'est une invasion, ça c'est un truc qu'il faut aussi que les camarades, ils en aient une idée, parce que c'est un truc qu'on enseigne. Tiens, juste, qui ici a entendu parler de l'invasion du Japon par la Chine, au collège, au lycée ou à la fac? Levez la main. L'invasion de la Chine par le Japon, pardon. C'est pas beaucoup. C'est quelque chose qui est ignoré dans tous les cours, ou la quasi-totalité des cours d'histoire au collège, au lycée, etc., sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous en entendez parler dans une note de bas de page, ou en annexe, ou autre. Alors qu'en réalité, ça a été une campagne d'invasion, d'une brutalité assez inédite, en fait, au XXe siècle. Le seul élément de comparaison qui me vient à l'esprit, c'est le nazisme, concrètement. C'est une politique extrêmement brutale. Dans le nord de la Chine, pour combattre les guérillas communistes, les Japonais avaient instauré la politique des 3 tout. Tout tuer, tout piller, tout brûler. Et ils l'ont appliqué, c'est pas des mots. C'est-à-dire que vous avez vraiment des régions qui ont été littéralement vidées de leur population par l'extermination systématique, village après village, de la population paysanne, pour enlever les bases de soutien de la guérilla communiste. Et vous avez une litanie de crimes absolument abominables commis pendant l'invasion japonaise. Mais pendant toute cette guerre, Chiang Kai-shek gardait en réserve ses troupes, parce que dans un coin de sa tête, il se disait, une fois que les Américains auront vaincu les Japonais pour moi, si mon armée, elle n'a pas mené le moindre combat, et qu'elle est intacte, je pourrais la tourner contre les communistes, et me débarrasser d'eux. Pendant ce temps-là, les staliniens, eux, ont vraiment mené la guerre de guérilla contre le Japon. Et ça leur a permis, dans toute une partie de la Chine, d'avoir une base de popularité assez importante, qui les a aidés à arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ce souvenir de ces crimes de l'impérialisme japonais, il est encore mobilisé par la bureaucratie chinoise, régulièrement. Ça va jusqu'au point où vous avez des parcs d'attractions, où on emmène les collégiens et les lycéens pour se déguiser en soldats, en guérilleros communistes, pour aller tirer sur des acteurs déguisés en japonais, qui font semblant de brûler de faux villages. Bref, très délirant. Mais c'est utilisé pour justifier la politique étrangère de l'impérialisme chinois. On est obligé de se battre contre le Japon, on est obligé d'être ferme face au Japon, parce que les Japonais nous ont fait ça, et s'ils se développent, ils vont revenir, ils vont nous massacrer, etc. Sur le rapport de force, en réalité, entre le capitalisme chinois et le capitalisme japonais n'a aucun sens, mais c'est un argument de propagande mobilisé encore aujourd'hui par le gouvernement chinois, mais aussi par des pro-chinois. Je veux dire, ils vont vous dire, non mais le Japon, c'est génétique, c'est des exterminateurs de Chinois, donc il faut soutenir le gouvernement chinois. Vous avez vraiment des pro-chinois qui racontent ça. Mais c'est quelque chose qui pèse, en tout cas, dans le développement du maoïsme. Deuxième petit point, j'ai parlé tout à l'heure du fait que les théories postmodernes, elles étaient particulièrement perméables avec le maoïsme. Je vous ai promis de l'expliquer, je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. En fait, vous l'avez compris. À partir du moment où vous en arrivez à trouver des éléments alternatifs à la classe ouvrière pour mener la révolution, comme je ne sais plus qui l'a dit,
partir du moment où vous faites ça, bah, vous allez en chercher d'autres, des éléments. Et sur certaines catégories, ça va être « Ah non, mais telle catégorie opprimée, dans telle lutte, c'est elle qui doit diriger, comme la bourgeoisie, elle doit diriger dans la Révolution nationale démocratique, comme ceci, comme cela. » Donc en fait, le maoïsme, par la théorie des étapes, par sa compromission avec la bourgeoisie, soi-disant progressiste, ouvre la voie à toute une infinité de luttes dans lesquelles la classe ouvrière n'est pas l'élément moteur et déterminant, mais telle catégorie sociale l'est. Les femmes, ceci, cela, etc., etc. Et au final, la classe ouvrière devient un élément de second plan. C'est cette perméabilité-là, en fait, qui est permise par le stalinisme, par le maoïsme, qui a aussi favorisé cette fusion entre ces théories. Je voulais juste l'expliciter pour que ce soit clair, parce que je vous en avais parlé. Les questions et les interves. Gabriel a parlé de toutes les erreurs des maoïstes italiens et français, etc. Mais il faut savoir que ces erreurs, elles étaient aussi alignées sur la politique étrangère de la Chine maoïste. Et notamment, à partir du moment où ils ont été opposés, où l'ennemi principal, c'est devenu l'URSS de Brejnev, à partir des années 70, les maoïstes français, belges, européens ont fait un paquet de trucs complètement absurdes. En Belgique, par exemple, ils ont mené une campagne pour le renforcement de l'OTAN. Parce que l'OTAN combattait le social-impérialisme soviétique. Le social-impérialisme soviétique était le premier ennemi des peuples du monde. Bon, on va pas demander à créer une armée populaire de libération belge. Ce qu'on a sous la main, c'est l'OTAN. Donc oui, il faut renforcer l'OTAN contre la menace de l'URSS qui pèse sur tous les travailleurs et toutes les classes ouvrières du monde. Donc ils ont brièvement mené une campagne de renforcement de l'OTAN, qui n'avait aucun sens, vu que c'était une toute petite secte maoïste, personne ne s'en est rendu compte, mais vous avez ça dans leur publication de l'époque. Ce qui montre bien à quel point ils étaient déconnectés. Imaginez-vous, au début des années 80, essayer de convaincre des travailleurs radicalisés qu'il faut renforcer l'OTAN, qu'il faut renforcer l'appareil militaire de votre propre bourgeoisie. Sur une base, à bas l'URSS, préparons-nous à la guerre atomique contre l'URSS. Vous ne pouvez pas gagner qui que ce soit avec des absurdités pareilles. Mais ça correspondait aux intérêts de politique étrangère de la bureaucratie chinoise. Et c'était la seule raison pour laquelle ils faisaient ça. Il y a toute une série d'arguments en fait, qu'on entend parfois, que les maoïstes nous opposent là-dessus. Un argument qu'on entend des fois, c'est cette idée que Mao, ça serait celui qui aurait découvert l'importance de la paysannerie. Ça rejoint ce que disait Jérôme, le trotskisme c'est bien dans les villes et tout, mais Mao, c'est celui qui a compris que les paysans, c'était utile dans la lutte révolutionnaire, et c'était bien, et qu'il fallait s'appuyer sur la paysannerie, tout ça. Sauf que, déjà d'un point de vue purement factuel, c'est absurde, parce qu'en fait, avant Mao, Lénine, Trotsky ont écrit des textes sur la paysannerie. Je veux dire, Lénine, il a insisté sur la nécessité de l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie. Le marteau et la faucille en URSS, ça vient de là. Trotsky a écrit des tas de textes là-dessus. Marx a parlé de ça. Staline a parlé de ça. Ils sont censés être staliniens, ces gens-là aussi, en plus d'être maoïstes. Et pourtant, ils viennent nous expliquer que Mao a découvert des trucs qui existent en fait depuis Marx. C'est une absurdité. En réalité, ce que Mao a véritablement découvert, c'est l'importance, du point de vue de la bureaucratie, de s'appuyer sur la paysannerie riche et moyenne. Comme l'a expliqué, qui est-ce qui en parlait tout à l'heure sur la République soviétique du Jiangxi, c'est Arthur. Cette importance pour la bureaucratie de pouvoir s'appuyer dans ce contexte-là, sur cette couche-là de la paysannerie. Et c'est ça qu'a découvert Mao, c'est ça son originalité. Et en fait, c'est même pas original, puisque c'est la position de Boukharine et Staline pendant la NEP, c'est la position qu'ils ont avant le tournant de 1928, où ils s'appuient, comme quand Boukharine disait aux paysans, aux koulaks en Russie, « enrichissez-vous ». Un mot qui a été repris ensuite par Deng Xiaoping, mais qui représentait la position de Mao dans la République soviétique du Jiangxi. Ces paysans riches, ok, ils s'enrichissent, mais en attendant, ils nourrissent l'armée rouge qui mène la guerre contre les nationalistes, donc défendons-les contre les paysans pauvres qui voudraient leur prendre leurs terres. C'est ça, en fait, qu'a découvert Mao. C'est les intérêts de la bureaucratie pour se défendre. C'est pas du tout l'importance de la paysannerie. Thomas a demandé si cet argument des Mao, il est rigolo sur la théorie des étapes, elle est vraie, parce que c'est juste elles se sont enchaînées tellement rapidement qu'on les a pas vues. Début 1950, première étape, fin 1951, c'est plié. C'est pas très original comme argument, parce qu'en fait, ils le disent pour 1917. Les staliniens disent « mais la théorie de la révolution permanente, c'est de la merde. La théorie des étapes, elle est vraie. Février 1917, c'est la révolution bourgeoise. Octobre 1917, c'est la révolution prolétarienne. C'est plié, c'est pesé, la théorie des étapes a raison. » C'est absurde.
Qu'est-ce qui s'est passé entre février et octobre 1917 ? Précisément l'impossibilité de mettre en œuvre la révolution démocratique bourgeoise. Tous les gouvernements bourgeois, puis réformistes qui se sont succédés, ont été incapables de mettre en œuvre la première mesure révolutionnaire démocratique bourgeoise. Ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Il a fallu la prise du pouvoir par les soviets en octobre pour commencer à faire sérieusement la réforme agraire, toutes les mesures de base de la révolution démocratique. Et c'est la même chose en Chine. Je veux dire, si c'était vrai cette idée, ah mais en 1950 on a fait l'étape démocratique bourgeoise, ok très bien, mais est-ce qu'en 1950 vous êtes appuyé sur la bourgeoisie pour développer un capitalisme chinois? Non, absolument pas. Vous avez été incapable de développer l'économie parce que la bourgeoisie chinoise refusait de coopérer, sabotait, s'enfuyait avec l'argent, etc. Et pour éviter d'être renversée, et pour pouvoir accessoirement mettre en œuvre une réforme agraire, que les grands propriétaires terriens ne voulaient pas que vous mettiez en œuvre, vous avez été obligé, pas seulement de vous attaquer aux grands propriétaires terriens, mais de vous attaquer à la grande bourgeoisie, de vous attaquer à tout ça. Et donc non, c'est pas deux étapes qui se sont succédées très vite. C'est vous avez essayé de faire la théorie des étapes, vous avez été incapable de faire une révolution démocratique bourgeoise, enfin vous, c'est pas le maoïste qui va vous opposer cet argument à P8 qui est responsable de ça, mais les maoïstes en Chine en 1950 ont été incapables de mettre en œuvre les éléments de base d'une révolution démocratique bourgeoise, et donc ils ont dû nationaliser l'économie, abolir le capitalisme parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Jérôme disait c'est une confirmation déformée de la théorie de la révolution permanente. Mais c'est pas le seul. Il s'est passé exactement la même chose à Cuba en 1959, confronté à la résistance de la bourgeoisie, à l'agression impérialiste. Les castristes, qui n'étaient même pas des communistes, qui n'étaient même pas partisans du socialisme, même à l'échelle de 100 ans, le seul moyen qu'ils ont vu pour défendre leur indépendance nationale, pour mettre en œuvre la révolution démocratique bourgeoise, c'était d'abolir le capitalisme. C'est une confirmation. Cuba, la Chine, mais aussi par la négative, tous les pays où les maoïstes ont appliqué sans résister, sans défendre leur pouvoir sans essayer de défendre leur pouvoir bureaucratique, en tout cas, où ils n'avaient pas le pouvoir bureaucratique comme ils l'avaient en Chine, typiquement le cas de l'Indonésie, tous ces cas-là, c'est aussi des confirmations de la révolution permanente, mais par la négative. Dans les pays où on s'est appuyé sur la démocratie bourgeoise en lui faisant confiance jusqu'à la fin, elle nous a étranglés, et elle a défendu le capitalisme. Et regardez l'Indonésie aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient construit ni la nouvelle démocratie, ni un capitalisme avancé. Et donc, tout ça, c'en est des confirmations. D'ailleurs, en parlant de l'Indonésie, Lucas mentionnait un élément qui est important à garder en tête. Il a mentionné très vite la réécriture des textes de Mao. Mais ça, c'est un élément, des fois, en lisant, franchement, en préparant cet exposé, des fois, je me suis dit, mais en fait, c'est 1984 dans le texte. C'est du Orwell. Il y a des éléments, l'élément de cynisme que je vous racontais tout à l'heure, peut-être que c'est moi, la main sombre, mais là, pour les textes, c'est encore plus flagrant. Quand Mao, il a un problème parce qu'un de ses textes, il écrit un truc absurde, contredit par les faits 6 mois après, genre les 100 ans de capitalisme, écrit au milieu des années 40, 6 ans après, ils ont aboli tout, ils ont aboli toute l'économie privée et nationalisé l'intégralité de l'économie. Quand il écrit des trucs comme ça, du point de vue du prestige du chef infaillible, que lui prétend être, ça la fout mal. Donc les éditions de Pékin avaient cette habitude, de temps en temps, de réviser les textes de Mao, pour les mettre au goût du jour. Un de ses textes les plus célèbres, le rapport sur l'enquête parmi le mouvement paysan dans le Hunan, celui où il y a la révolution n'est pas une idée de gala, n'est pas une peinture ni une broderie, machin, elle ne peut pas s'accomplir avec autant de grandeur, de bonté d'âme et tout ça. Cette citation célèbre, dedans, si vous lisez la version aujourd'hui publiée par les éditions de Pékin, ça y parle de la nécessité d'une réforme agraire, du rôle du parti, de tous ces éléments qui sont absolument pas dans la version originale, parce que dans la version originale, Mao prône l'alliance avec la bourgeoisie nationale progressiste du Kuomintang, insiste sur le fait qu'il ne faut pas une réforme agraire trop radicale, parce que sinon on va s'aliéner les grands propriétaires terriens et donc le Kuomintang, etc., etc. Un texte qui aurait été impubliable après 1949, parce que tout le monde aurait dit « mais Mao est un allié du Kuomintang, Mao est un allié de Chiang Kai-shek, c'est honteux ». Et donc, ils ont réécrit le texte pour changer tout ce qui gênait, rajouter des concepts que Mao avait découverts entre-temps, et republier ça en disant « Et aujourd'hui, ce qui est très rigolo, c'est que vous avez des Mao qui vont dire « Regarde à quel point est-ce que Mao était prévoyant ». Avec ce texte écrit en mars 1927, il a déjà prévu tout ce qui s'est passé jusqu'en 1952. Bah oui, cette version, elle date de 1952. C'est facile. Et donc, ça, c'est un truc qui aide les maoïstes à prétendre au génie théorique de Mao.
Nickel. La question de Raphaël sur les rapports entre l'État ouvrier et les impérialistes et le marché mondial. Un État ouvrier sain, il aura des rapports économiques, diplomatiques, des fois même militaires, avec des États impérialistes, selon ses intérêts. Je veux dire, l'URSS sous Lénine a conclu une alliance secrète avec l'Allemagne de Weimar, le traité de Rapallo, par lequel l'Allemagne était soumise au traité de Versailles, donc elle n'avait pas le droit d'avoir une grosse armée, elle n'avait pas le droit de faire de tanks, etc. L'URSS lui fournissait accès à ses terrains d'entraînement pour construire des chars modernes, en secret, planqués, et en échange, l'Allemagne lui fournissait une aide économique, des conseils, des machines-outils, mais aussi des modèles de chars qu'ils étaient en train d'expérimenter. Du point de vue, c'est un compromis, c'est un accord entre l'État ouvrier et un État capitaliste européen, l'Allemagne, l'impérialisme allemand. Bon, impérialisme allemand en mauvais état après le traité de Versailles, mais quand même l'impérialisme allemand. Sauf que, à aucun moment, l'URSS de Lénine ne s'est interdit, n'a arrêté d'aider le Parti communiste allemand, de préparer le renversement du capitalisme allemand par le Parti communiste, de préparer en fait la révolution prolétarienne en Allemagne. Au même moment où elle utilisait les contradictions entre les puissances impérialistes pour renforcer l'État ouvrier, elle préparait la révolution prolétarienne contre tous les États capitalistes. L'Allemagne et les autres. Sous le stalinisme, c'est l'inverse. Je veux dire, l'exemple typique, c'est le plus caricatural, mais je vais aller là-dessus parce que c'est le plus rapide, c'est le pacte germano-soviétique. Quand Staline signe un pacte avec Hitler, non seulement il livre à Staline des communistes allemands qu'il avait en prison, non seulement il livre à Hitler des communistes allemands qu'il avait en prison, les Neumann, etc., qui sont déportés ensuite à Buchenwald, mais par la même occasion, vu que c'est un peu gênant d'avoir un parti communiste polonais, eh ben, il dissout le parti communiste polonais, il fait fusiller ses dirigeants, et donc là on a l'inverse. C'est-à-dire que sous Lénine, le critère fondamental c'était les intérêts de la révolution prolétarienne mondiale. Les intérêts de l'État soviétique ne devaient jamais passer avant ceux de la révolution socialiste internationale. Sous Staline, c'est l'inverse. Les partis communistes y gênent, on les dissout. La révolution mondiale, on l'a abandonnée. C'est un malentendu, comme disait Staline dans une interview en 1935. Ce qui passe en premier, c'est les intérêts de la bureaucratie stalinienne. Et c'est tout. Et c'est ça la différence. Et on le voit avec la politique chinoise. L'alliance entre Mao et Nixon, elle représente exactement la même chose. Quand il s'agit de jeter les militants maoïstes sous le bus, comme au Chili en 1973, Mao le fait sans se poser de questions, parce que c'est ce qui lui permet d'avoir une alliance avec Kissinger et Nixon. Et les deux derniers éléments, très vite. Sur la question de Rita, sur la planification, Andreas y a beaucoup répondu, mais juste un petit élément, ils sont rigolos, les gens qui disent « Ah, c'est le socialisme en Chine parce qu'il y a un institut de planification, je sais pas quoi ». Oui, il a un rôle particulièrement étendu en Chine. C'était la même chose en France après la guerre. Je veux dire, en 1945, quand il s'agit de reconstruire le pays, après les dévastations de la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme français, la bourgeoisie française, elle n'a pas laissé ça à l'initiative individuelle. L'État capitaliste est intervenu à planifier, nationaliser certaines boîtes, relancer l'industrie, etc., etc. Personne, à part Friot, a envisagé qu'il y avait quoi que ce soit de communiste là-dedans. Et concrètement, la planification, elle ne suffit pas en soi. Un élément, par exemple, qui permet qu'une planification soit effective dans une économie socialiste, c'est le monopole du commerce extérieur. Si vous ne savez pas ce qui rentre ou qui sort dans votre marché national, dans votre économie nationale, vous ne pouvez pas planifier. Ça, il y a encore un institut de planification en Chine, mais il n'y a plus de monopole du commerce extérieur depuis le milieu des années 80. Ça a été aboli en 84 ou 85, je crois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de planification concernant l'ensemble de l'économie. Il y a une planification dans certains secteurs. La défense, les industries stratégiques, etc. Et vous avez la même chose en Russie, aujourd'hui. Ce n'est pas des pays communistes, c'est du capitalisme, mais qui est organisé sur certaines nuances différemment de ce qui existe aux États-Unis ou en France. Et le dernier mot, par rapport à la remarque qu'a fait Jérôme, il y a des patrons chinois milliardaires, mais il y a même un milliardaire à la tête du PCC. Je veux dire, Xi Jinping, sa fortune familiale, c'est très compliqué à estimer, mais elle est estimée entre 500 millions de dollars et 2 ou 3 milliards de dollars. C'est-à-dire que, littéralement, on a une des personnes les plus riches du monde, pas une de la poignée de personnes, mais une des 100 ou 200 ou 300 personnes les plus riches du monde, qui est à la tête du Parti communiste chinois. Vous avez un milliardaire qui est censé représenter les intérêts de la classe ouvrière chinoise et internationale. C'est pas le cas, c'est des bourgeois, c'est des capitalistes. Ils défendent des intérêts capitalistes, et ils sont absolument pas un modèle, ils doivent être absolument pas un modèle ou une inspiration pour nos luttes ici ou partout ailleurs dans le monde.